Bienvenue au Polysécure épisode spécial. Je suis accompagné de Stéphane. Bonjour, salut, ça va bien? Encore des gens en train de rire. On commence en riant parce que nos pre-shows sont plutôt comiques. Ça va être encore un sujet qui risque de semer une certaine controverse si on se fie à notre dernier. Nous allons parler d'analyse de risque. Et qu'est-ce que ça sert? Et est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Effectivement. On commencer avec ça. On a des super sujets comme ça qu'on s'est fait. On s'est fait une belle petite liste de sujets, puis des fois, on arrive le jour même, puis on dit, mon Dieu, pourquoi que je pensais à ce sujet-là? Mais ceci dit, t'as raison. Fait que le gros terme, c'est ça sert-tu vraiment à quelque chose? C'est le cas. Honnêtement, je pense que ça fait longtemps que tous les deux qu'on en fait. J'en ai fait une quantité industrielle dans ma carrière, mais peu importe, là. Que ce soit souvent en projet. Et selon plusieurs formalismes différents en plus. Tout à fait. Quand je dis industriel, c'est qu'il y en a peu importe quoi, quelle façon de le faire. J'ai ni fait en mode napkin, comme j'en ai fait en mode tellement longue que tu t'endors après 3 ans dessus. Donc, en gros, ça m'a venu à me faire poser la question, des fois même dans un contexte différent, plus un rôle organisationnel, plus dans un rôle projet, plus en accompagnement d'entreprise qui veut faire ses risques opérationnels puis qui est en train de faire des analyses de risques sur l'ensemble de leur processus d'affaires. Bref, on a tout goûté. Je pense que toi aussi, tu as pas mal tout goûté dans toutes les saveurs en soi. Puis, d'entrée de jeu comme ça, je dirais. Ouais, puis j'irais même, je pense, parce que j'ai été initié à l'analyse de risque avec Méry au début des années 2000. Et pour ceux qui sont assez vieux pour s'en rappeler, c'était mon baptême d'analyse de risque, ça a été ça. Effectivement, Méry puis Octave, à peu près dans le même temps, où ce que Octave est un petit peu plus simple à faire, effectivement. Fait que, bref, la grosse chose que je me suis posée comme question, puis à chaque fois que j'en fais, c'est, on vient même sur le sujet, ça sert à quelque chose? Je me suis rendu compte souvent que, désolé, ça sert pas à grand-chose. Oui, mais on va en jaser un petit peu plus, là. Puis, en fait aussi, je me suis rendu compte, dans les dernières années, j'étais beaucoup dans un rôle de consultant, puis je participais très ad hoc, surtout en projet, là, je dois dire là, que j'ai travaillé beaucoup. Puis dernièrement, j'ai un petit peu changé de rôle et dans mon nouveau rôle, c'est sûr que j'ai un rôle plus de gestion et de direction. Donc, en tant que ciseau, t'as comme pas eu le choix à un moment donné de voir ça autrement. Fait que, peut-être ma perspective a un petit peu changé, mais je demeure quand même toujours sur mon appétit. Est-ce que ça sert réellement à quelque chose? Puis j'arrive toujours au résultat sur, je sais pas. Sais-tu, je sais pas. Je sais pas parce que ça dépend en quoi tu veux l'utiliser. Puis, mettons que je donne un exemple. En projet, où ce que j'ai une équipe qui travaille, ils sont en train de faire l'intégration des mesures de sécurité dans un projet. Ils ont des requis non fonctionnels, fournissent des requis non fonctionnels, puis il y a certains éléments qu'on peut pas mettre en place. Et là, on est en train de dire, on peut-tu ou pas le mettre en place, cet élément-là? C'est quoi le risque si jamais on le met pas en place? On peut le qualifier, napkin à la limite, puis dire, ça a-tu de l'allure de pas le mettre, oui ou non? Puis si, mettons, c'est hyper critique, on fait quoi avec? Là, c'est souvent là qu'il bug. Mais ceci dit, ça va. On réussit, je trouve, en projet à être beaucoup plus tactique, beaucoup plus concret dans utiliser une approche. Côté opérationnel ou organisationnel, des fois, on se ramasse avec un genre de pelletage de nuages industriels où ce que tu sais plus trop pourquoi tu l'utilises. Puis là, on revient toujours à pourquoi qu'on fait les choses. Mais là, tu te ramasses avec des ateliers et tu te ramasses avec 252 risques, ou pas beaucoup de risques, peu importe. Mais c'est long à définir, puis on s'estime pendant des heures et des heures à essayer de trouver c'est-tu le bon niveau de risque et compagnie. Puis finalement, après, tu peux avoir passé 2 heures ou comme tu peux avoir passé 3 semaines, on se ramasse toujours, selon moi, avec une belle petite grille, puis on a positionné nos risques, lesquels sont critiques, lesquels sont majeurs, lesquels sont modérés, lesquels sont faibles, puis on fait quoi avec? Ultimement, ça revient souvent à la même chose, puis là, c'est là que ça meurt. Ça vient me prendre une belle... C'est parce qu'on fait rien avec après. Puis tu parles de ces éléments-là, c'est là où le bas blesse.
Puis en plus, moi, j'aime pas beaucoup les grilles de chaleur. Tu sais, j'annonce mes couleurs tout de suite. Là. Je trouve que c'est une notion très arbitraire. Puis c'est là où ça vient réduire encore plus l'intérêt de l'analyse de risque parce que c'est très arbitraire, c'est très à l'émotion des gens qui sont dans la salle. Essentiellement. Donc, après ça, qu'est-ce que je veux faire avec une analyse de risque qui a été faite sur le feeling des gens dans la salle, dans laquelle on s'est assigné généralement, puis là, t'es généreux en disant juste 3 heures, mais des fois, on va s'assigner pendant 3 semaines sur mes émotions par rapport à cette vulnérabilité-là, ou cette masse, puis là, le risque, puis non, moi, je ne le mettrais pas aussi élevé que ça, puis c'est juste des émotions qui se parlent dans la salle. Fait que, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça après? C'est juste un rendu d'émotion qui est mis dans une grille. Mais tu as tout à fait raison. Et je dirais que c'est souvent ça qui est le problème. Que ce soit qu'un risque projet ou un risque. Mais projet un petit peu moins, je dirais. Là, j'ai des expériences où ce qu'on a bien utilisé certains risques qu'on a identifiés. Mais quand tu sors du contexte projet puis tu es plus en mode tu veux avoir tes grands risques d'organisation. Et boy, t'as raison que c'est le côté émotif qui embarque. Chacun a peur de se faire ramasser par rapport aux résultats. Puis là, je veux pas que ça soit trop élevé ou si c'est trop. T'as raison. Puis c'est souvent là, qu'est-ce qu'on en fait après? Mais là, il y a comme un silence radio. Puis 6 mois plus tard, 1 an plus tard, tu reprends ton petit rapport que tu as sorti, puis tu dis, oh, on a-tu avancé finalement? Puis là, oups, non. On n'a pas plus avancé, ou on a mis 852 activités, mais les 852 activités pour pouvoir atténuer ces risques-là, pas plus de budget. Donc, finalement, on n'a pas plus avancé. Fait que la résultante, c'est assez rare que, je dis pas que c'est impossible, mais c'est assez rare quand même que moi, j'ai vu un concret résultat d'une belle grosse analyse de risque formelle et à la finalité que 2 ans après, 3 ans après, on a tout atténué, puis on se lave les mains, puis on dit oui, bravo. Parce qu'en fait, c'est toujours vivant. Il se passe toujours de quoi, c'est toujours vivant, puis je pense que c'est le gros bon sens qui embarque encore une fois ici. Je pense quand je parle du risque napkin, je pense des fois on pourrait s'asseoir, toi puis moi, pendant une demi-journée avec nos napkins, puis dire, regarde, voici, là, on parle de tel type de risque, je sais pas moi, de non-conformité, une règle réglementaire style PCI et compagnie. Puis on pourrait définir clairement le niveau de risque assez rapidement et puis arriver à dire, OK, il y a un risque qui est important, puis ultimement, qu'est-ce qu'on met en place? Ben, on devrait faire ça, qui est du budget? Non. OK, bon. Qui va approuver cette histoire-là? Ça va être X. Ouais. On va aller, OK, c'est beau. Là, tu vas aller voir X, tu vas y expliquer, il va dire, j'ai pas plus de budget, effectivement. Oui, ça a du sens que vous me recommandez. J'approuve. Tu signes où? Il n'y a pas de signature, là, mais tu signes où? Puis là, c'est ça qui se passe, en fait. C'est souvent ça qui est ma réalité. Puis je pense que peu importe l'approche, tu parlais de mairie au début, je me souviens des histoires de cauchemars que j'entendais des mois de travail pour faire l'approche au complet. Octave, c'était la même chose, un peu plus rapidement. Puis aujourd'hui, je pense que la grande mode, c'est faire avec tout ce qui peut venir avec. Je pense que c'est intéressant. Ça apporte peut-être un langage business un petit peu différent, beaucoup plus avancé, ou en tout cas mieux que peut-être dans le passé. Mais un coup, c'est fini. Il se passe quoi? C'est toujours là le problème. Ouais, il n'y a pas de suite. Puis au-delà de ça, puis pour en avoir fait beaucoup aussi, il y a un problème de vocabulaire. Puis la seule chose pour laquelle j'utilise, à l'heure actuelle, c'est que je ne cache pas mes couleurs, j'utilise FAIR, mais c'est parce que j'ai un vocabulaire défini que je fais comprendre par mes interlocuteurs. Fait qu'on parle tous de la même chose. Mais historiquement, j'ai jamais vu ça dans une analyse de risque. Tout le monde parle de choses différentes. Et juste le fait qu'on parle de risque, le mot risque, dans l'analyse de risque, n'a pas la même signification que dans ton quotidien. Fait que les gens vont penser que c'est comme dans leur quotidien. Non, c'est pas la même chose parce que en analyse de risque, c'est normal, tu le quantifies, tu le mesures, puis là, tu vas avec des choses, c'est pas comme je vais risquer de me faire mal. On n'est pas dans la même zone du tout, là. Tout à fait. Tout à fait. Oh, t'as un bon point. Puis, tu sais, ça me fait penser à, des fois dans ma réalité, l'utilisation du mot risque est vraiment partout. Tu sais, tu vas être en train, des fois, dans un atelier de gestion de vulnérabilité, puis là, tout d'un coup, tu es en train de bifurquer, tu es en train de parler de risque. Là, tu dis, là,
on n'est peut-être plus dans le bon discours, dans le bon langage. C'est pas ça qu'on veut dire. Ou tu es dans d'autres situations, puis c'est la même chose. Là, l'utilisation est un peu galvaudée et pas tout à fait compris. Puis tu as raison de ça. Pour faire au moins un cadre de référence, de discussion uniforme, plus facile à dire. On parle toujours de la même chose quand les gens veulent parler de la même chose et qu'ils ne rentrent pas dans leur nombril à dire, moi, je pense qu'un risque, c'est ça. Effectivement. Puis ça demeure, mais malgré tout ça, en tout cas, je suis pas pour toi, là, mais je vais dire en toute franchise, j'ai moins d'expérience côté faire, mais ça demeure quand même que souvent, puis pour avoir eu un long souper avec un ami qui utilise cette méthode-là, il m'en a parlé en long et en large plus que moi je l'utilise. Puis à la finalité, je disais, ouais, mais ça reste quand même que c'est subjectif. Puis subjectif égal, ben ça se peut que finalement, même si tu as eu 8000 personnes qui ont travaillé dessus, ton risque, il reste subjectif aussi. Donc, tu pensais qu'il est élevé, il est peut-être élevé, mais il n'est peut-être pas élevé, puis ça serait débattable encore parce que à ce niveau-là, même s'il y a une belle approche, bien que c'est un mode de calcul un petit peu différent, là, j'en conviens. Mais bon, moi, c'est beaucoup ça. C'est l'analyse de risque. Souvent, je la considère, on est quand même toujours, malgré tout, assez subjectif. Puis je me souviens hey boy, ça fait longtemps. Au Sense, je mentionne avoir fait, je pense, mon GSNA en je sais plus quelle année, mais dans le début des années 2000. Puis je me souviens dans le rapport que j'avais fait, j'avais essayé de mettre une tournure d'analyse de risque par rapport à chacun des contrôles que je regardais. Puis je me souviens que la personne qui avait fait la validation m'avait dit, ah wow, c'est super, t'apportes de quoi d'intéressant. Mais tu parles d'objectivité, tu sembles avoir une approche avec des calculs et compagnie, mais ultimement, la finalité, ben tout ça reste subjectif. Donc, c'était-tu si nécessaire que ça d'aller si loin que ça dans tout ce mode de calcul-là, puis passer des heures à calculer chacun de tes contrôles, quand au bout de la ligne, c'est jaune, vert, rouge quand même. Ben, oui. Non, ça, je suis entièrement d'accord parce que moi, je gère. Ça, c'est une question d'expérience aussi parce que ça fait tellement longtemps que je fais ça. Je suis capable d'évaluer. Tu sais, quand tu prends une napkin puis tu pars. Oui, je suis capable de le faire quand on me donne des affaires. Tu sais, à part le formalisme, le fait qu'on a suivi le protocole, que c'est standard, c'est défini, qu'on peut le répéter, tout ça. Effectivement, ça demeure quand même jusqu'à un certain point subjectif, parce que ça dépend toujours de la personne qui le roule, parce que son expérience va jouer là-dessus. Et c'est justement là, comme nous, on est des vieux routiers, ben, d'avance, je vais voir une situation, puis je vais être capable d'évaluer les risques sans de grands calculs scientifiques, sans de grandes réflexions, parce que c'est rendu réflexe à un certain point où je vais voir les éléments, puis je vais baser sur, je vais voir la venalité, je vais voir la menace, puis le contexte, pouf, je vais être capable d'évaluer. Peut-être pas chiffrer, ah oui, ça va coûter 2 millions, mais je vais être capable de dire, ouais, ça serait peut-être bien que vous attardiez un peu à ce point-là parce que la probabilité que ça vous pète en pleine face est quand même significative. Là, tu vois, sur les affaires. Puis en plus, en analyse de risque, c'est ça qui est drôle. Tu as sûrement entendu des affaires de Black Swan, puis ces affaires-là arriver, tu sais. Ils parlent du météorite qui s'écrase sur quelqu'un, ou ces affaires-là, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse ça dans une analyse de risque que le météorite s'écrase sur quelqu'un? Oui, mais c'est-tu vraiment arrivé? Je pense que genre dans toute l'histoire des TI qu'on a eu, je pense que c'est arrivé une fois, réellement. Mais tu sais, depuis 60 ans. Je fasse de ça, moi, qu'un météorite s'écrase sur l'auto de la personne qui a le mot de passe du système de machin. Là. Oui, ça c'est drôle parce que tu as raison que je pense que ceux qui sont plus puristes, qui vont écouter ce qu'on est en train de se parler, vont dire, ben oui, ça existe, ça se peut, il y a toutes sortes de modèles, puis il y a toutes sortes d'approches. Puis effectivement, si tu es de cet angle de vue-là, tu vas dire, ben oui, ça n'a pas de sens. Il faut prendre compte de ça, qu'il y a des tremblements de terre, il y a ci, il y a tel bébé. Ouais, je suis d'accord. Mais concrètement, là, de façon très pragmatique, là, c'est pas là ben que tu perds un peu de temps. Disons, ça revient à ça, de dire je prends 2 heures pour faire une analyse de risque ou j'en prends 10 ans pour faire la même analyse de risque. En réalité, tu vas probablement arriver très proche quand même dans le même genre de résultat. Tu vas peut-être juste avoir plus granulaire dans tes impacts, savoir le montant exact, peut-être d'une perte potentielle, puis même là, c'est pas si évident que ça. Là. En tout cas, moi, pour en avoir fait beaucoup,
souvent, tu le sais pas plus, puis les gens de finance le savent pas plus, puis il n'y a pas personne finalement qui le sait concrètement. Fait que tu sors une grille de, comme tu dis, la couleur de l'eau, là, à la limite, puis tu dis, ben, je pense que c'est à peu près entre temps et temps, finalement, puis ça vaut ce que ça vaut. C'est un peu ça. Ah, tout à fait, mais ces crises-là, c'est les Black Swan, puis en plus, ça sert à rien. On va parler au Québec, la crise du verglas à Montréal, par exemple, c'est ce genre d'éléments-là. Mais en même temps, ils sont faciles, surtout en 2023, de dire, OK, ben, tu te fais un site de relève à 250 km. C'est la base. Mhm. Fait que ça, on va même pas d'analyse de risque sur ce genre de qualification-là, parce que tu sais que tu dois, dans tous les cas, c'est peu importe que ce soit genre crise du verglas, tremblement de terre, tempête de neige, genre un écureuil qui ronge des fils, ou peu importe l'incident qui va arriver, tu peux pas te baser sur un data center. On est rendu là dans l'univers, puis c'est comme nous. C'est tout, c'est facile. Celle-là est facile, ça, puis là, perdre du temps en plus d'analyse de risque pour ça. Ben non, je le ferai pas. Je vais être très, très simplement chez certains de mes clients, par le passé. Tu dis, ben, c'est quoi ton niveau de disponibilité que tu as besoin pour ton système? C'est étape 1. C'est quoi ton niveau de disponibilité? Tu en as besoin, tu tolères une panne de 4 heures ou tu tolères une panne de 3 semaines? Tu tolères une panne de 3 semaines? Peut-être tu vas avoir un site de relève à froid quelque part. Si tu tolères une panne de 4 heures maximum, ben, c'est peut-être mieux d'avoir un site tiède à 250 km. C'est tout. Et là, ça arrête l'analyse de risque ou ça analyse la réflexion, dans ce cas, du PCA. Parce que j'ai pas besoin de savoir si la probabilité, parce qu'il va nécessairement avoir un incident dans le lot de tout ce qui est disponible dans l'univers pour ça. Tu veux dire, il va y avoir un G7 qui va se présenter, il va y avoir un cyclone qui va renverser de l'eau sur le serveur, il va y avoir une crise de verglas, il va y avoir peu importe, il va y avoir changement climatique comme on est en train de vivre. C'est sûr que ça va arriver. Fait, conséquemment, tu bases sur la disponibilité de ton système versus la probabilité d'avoir un incident parce que tu vas en avoir un de toute façon. Dans tous les cas, dans un temps dans lequel tu seras. J'en ai eu des cas de clients où on a eu ces questions-là, mais pendant une crise. Puis c'est ça. Puis ensuite, je te dis, oui, mais c'est quoi tes temps de tolérance? Ah non, mais tous nos systèmes sont critiques. OK, mais là, tous ces systèmes sont à terre parce qu'on a une crise. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu ne l'as pas fait avant. C'est drôle parce qu'on bascule plus dans du spécial, mais tu ne l'as pas fait avant. Là, donne-moi tes chiffres, puis là, on va ordonnancer la relève de ton système. En conséquence, fait que là, les gens d'affaires ont été obligés de faire le vrai travail, de vraiment réfléchir, puis de dire, OK, ben, ce système-là, j'ai besoin de 2 jours par mois. Ce système-là, j'en ai besoin à tous les jours. C'est ça. Fait que ils l'ont tout fait en urgence, en plus, en parlant d'une crise. Puis on a eu un meilleur PCA pendant une crise. Mais on n'a pas eu besoin de faire l'analyse de risque parce qu'on le sait déjà. Fait, tu sais, ces éléments-là sont. Ça revient encore une fois, des fois, pourquoi qu'on en fait. Puis en fait, pourquoi qu'on en fait. Aussi, si on revient, moi, je m'étais pris une couple de notes pour le fun. C'était comme, pourquoi que j'ai vu qu'on en a fait. En tout cas, des analyses de risque, peu importe le format, là, j'en ai vu souvent pour justifier nos budgets. C'est pas pire. Je suis en train de savoir à haut niveau c'est quoi mes plus grands risques, puis mes mesures d'atténuation là-dessus, c'est quoi mes livrables, c'est quoi je devrais faire comme projet, c'est quoi Et là, j'ai une idée de dire, je demande X millions ou X milliers, 100 millions, en tout cas, aujourd'hui. Un problème si c'est en milliers. Puis tu essaies de l'attacher à j'ai des risques importants, donc je veux atténuer ça, puis voici mon budget que je demande pour ci, pour ça. Puis là, tu espères que ça convainc tout le monde. C'est une approche qui existe. Même chose, c'est un sous-ensemble de ça, c'est définir sa feuille de route, tout son roadmap. Genre, en sens que je connais c'est quoi mes grands risques, mais je suis en train de travailler ces bonnes choses pour les atténuer. Ça pourrait avoir un certain sens. Encore une fois, tu peux faire des risques napkins puis arriver au même résultat pour savoir ce quoi travailler. Là, je suis parti sur napkin la dernière fois, c'était sur un autre sujet. Là. Ça m'arrive comme ça. Donc, l'autre but, des fois, c'est pour... je m'étais pris une note. C'est pour se déresponsabiliser. Ça m'arrive combien de fois que tu vas avoir des gens, surtout en TI, qui vont dire « Hey, j'aurais besoin d'analyse de risque ou de sécurité parce que j'ai comme pas le temps de mettre en place telle chose. » Ou j'ai comme pas le budget ou j'ai pas le goût ou peu importe la raison. Puis là, c'est comme on remet le fardeau de la preuve au gars de sécurité. Il dit « Mais fais-moi donc quoi là-dessus là, pour me dire je suis à risque ou pas. » Pendant ce temps-là, tu ajoutes du temps. Là. Fait que ça, j'appelle mais tu sais, puis moi, j'aime ça. Puis je ramène des exemples beaucoup plus terrains.
une chance que les ponts sont pas construits comme ça. Parce que s'il fallait qu'on construise des ponts, ouais, je fais une analyse de risque, je prends tel genre de boat ou je prends tel genre de boat, je prends mon analyse de risque. Ça se fait, une chance qu'on fait pas ça comme ça. Si on parle d'infrastructure, jamais, parfois des infrastructures critiques, qu'on prend des décisions comme ça, là, tu fais comme, ouais, non, mais, j'espère que tu construis pas des ponts, toi, dude, parce que je prendrai jamais ton pont parce que ta réflexion, elle est complètement à côté du gros bon sens, ça. Puis je parle pas de mesures extrêmes, là, du gros bon sens. Effectivement, t'as raison. Puis ça revient un peu souvent en projet, effectivement, on le voit comme ça, là. Le nombre de fois que tu te fais comme bon, ben, je pourrais pas mettre en place ce contrôle-là pour X raison, ce que tu me demandes, ça sera pas capable. Puis là, c'est là, c'est quoi le vrai risque attaché à ça? Puis là, souvent, c'est là, des fois, un plus junior sera pas capable de pouvoir, des fois, expliquer c'est quoi le non-respect ou l'écart de ce contrôle-là concrètement dans la réalisation du projet, ce que ça peut avoir comme impact. Ce vocabulaire-là n'existe pas. Là. C'est comme, ben, je demande d'avoir, je sais pas moi, il faut intégrer dans un processus de JA de demande d'accès. Puis là, ils sont comme, je serais pas capable de faire ça. Puis là, c'est un exemple bidon qui me sort là, malheureusement. Peut-être pas le bon. Mettons que ce serait du SSO. Ça serait peut-être plus simple à expliquer, mais tu dis, OK, mais si je suis pas capable de le mettre en place, c'est quoi l'impact? Ben, je sais pas. OK. Là, tu l'as demandé, tu l'as suivi, tu as écœuré tout le monde en projet, tu as voulu savoir ce requis-là, puis tu sais pas pourquoi tu l'appliques. C'est souvent un petit peu l'histoire. Pourquoi tu l'appliques? Quand tu comprends encore le pourquoi, tu es capable d'expliquer aussi les risques rattachés à tout ça. Et là, tu commences à creuser, tu te dis, oui, il y a combien de monde? Ben, il y a 3 personnes qui vont utiliser le système. OK. Versus l'autre à côté, il y en a combien? 10 000. T'as une minute là. Tu commences-tu à une lumière qui allume à quelque part? Y a-tu d'autres manières d'encadrer le tout? Ça va coûter combien mettre en place ça si le fournisseur, par exemple, ne supporte pas, ouvre les contrats, tel bébé pour demander ton exigence? Fait que des fois, tu sais, c'est la logique, c'est le gros bon sens de quand tu comprends le pourquoi, tu es capable d'expliquer un certain risque attaché à ça. Tu sais, ça vient assez vite. Mais en plus, là-dedans, c'est qu'il y en a qui sont capables d'arriver à se dire, je vais me déresponsabiliser de ça. Je sais que je ne vais pas l'appliquer, ce contrôle-là, mais je vais le garocher dans la dent. De ça, je veux dire par déresponsabiliser. Là. Je vais le mettre dans la dent du conseiller qui fait l'accompagnement du projet. Me dire, fais-moi une analyse de risque détaillée de 10 pages là-dessus. Là. Puis pendant ce temps-là, je peux livrer mes autres activités projet, tu es occupé à faire autre chose. Et ça, je le vois aussi. Puis c'est étonnant quand tu vois ça. Là. Ça arrive souvent, puis c'est une question, puis là, tu me disais, c'est une question parce qu'en cyber, c'est une question, c'est tout le temps une question de contexte. Faut toujours que tu sois capable de comprendre le pourquoi, mais pourquoi tu fais les choses. Puis tu sais, ça nous ramène au premier épisode qu'on a enregistré. C'est vraiment ça, pourquoi on le fait. C'est là où ça distingue un senior qui maîtrise bien ces choses parce qu'il va être capable de t'expliquer le pourquoi. Donc, incidemment, il va t'expliquer le risque réel associé au non-respect de ça, de là. Et non, le junior, mais jamais il va patauger, il va se faire. Puis, tu sais, je veux dire, je vais croiser beaucoup de juniors, comme je l'ai croisé beaucoup de juniors aussi. Là. Malheureusement, ils se font garrocher dans le trafic sans support, puis ils doivent répondre à des affaires comme ça. Ce qui est un peu malheureux pour eux autres, puis c'est pas une situation très agréable. Mais en ce sens-là, j'utilise toujours des analogies. On parle juste comme le contexte de menace puis vulnérabilité. Puis c'est généralement où en cyber, c'est là où on va tourner le plus gros du crunchy qu'on fait en analyse de risque. Puis j'ai 2 exemples très drôles. Si tu as un appartement en plein New York avec des objets à risque dedans, mais c'est sûr que tu vas mettre des mesures particulières pour te défendre contre un type d'attaquant particulier. Dans ce cas-ci, ça va être des voleurs que tu as plus peur. Donc, tu vas mettre une porte blindée, tu vas mettre des plaintes comme ça. Tout à fait. Si tu as une maison au Yukon, Yellowknife, qui est en train de brûler malheureusement au moment où on se parle, mais si tu as une maison, là, historiquement, le risque de feu n'était pas très élevé, mais on va supposer que les risques sont faits abstraction de ça. Le risque, c'est de quoi tu vas te défendre? Ça va être des ours. Pas des voleurs. Fait que les mesures que tu vas mettre en place, tu n'auras pas peur de te faire, puis tu n'auras pas peur de te faire voler la même chose, parce qu'à New York, tu vas te faire voler tes objets de valeur. Au Yukon, à Yellowknife, c'est la bouffe que tu vas te faire voler, parce que l'ours va l'avoir senti, il va rentrer chez toi, il va défoncer ta maison. Puis, au passage, il peut te tuer aussi, accessoirement. Fait que ça aussi, ça t'amène dans ton élément de risque. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu ne mettrais peut-être pas une porte blindée. Tu vas mettre ta bouffe dans un contenant scellé. Puis c'est là ta mesure de mitigation qui, normalement, est efficace, va te mettre ta bouffe dans un contenant scellé parce que ça n'attirera pas l'ours chez vous.
Fait que là, on est vraiment, c'est de regarder dans le contexte où on se situe, puis dès qu'on oublie le contexte dans lequel on est, mais là, on peut dire tout et n'importe quoi, puis justement les projets. Puis quand tu as un bon chargé de projet qui voit qu'un junior, ben, il va l'utiliser, puis il va le lancer dans le trafic pour se déresponsabiliser, comme tu dis. Oui, effectivement. Puis c'est coûteux aussi, des fois, même pour un projet, parce que je me souviens de quelques fois, du moins, dans des mandats où ce que tu es appelé comme senior un peu en renfort sur OK, là, ça fait 3 rencontres qu'on a avec Tipit. Puis Tipit, il est pas capable de nous expliquer, il démarre pas là, que voici le contrôle, puis il est pas capable de nous expliquer c'est quoi le risque qui est rattaché à ça si on le fait pas. Puis on a beau essayer de les expliquer, puis compagnie, toi, tu t'assis 30 secondes, t'écoutes le contexte, t'as aucune idée de ce qui se parlait pantoute. C'est comme mais pourquoi vous faites pas ça? Puis il faut comme t'as un petit silence en voulant dire pourquoi qu'on t'a pas appelé là, 4 rencontres avant? C'était si simple que ça. C'est juste ça qu'il faut faire. Ben oui, c'est juste ça qu'il faut faire. Le risque, il est quasiment rien là-dedans. Ou l'inverse. Ça m'est déjà arrivé aussi de dire tu prends un call comme ça. Tu dis, tu vois un contexte, ces éléments-là, sur ton projet. Puis là, tu dis, bon, OK, on ne mettra pas en place, je sais pas, là, telle mesure. Je vais parler de chiffrement entre 2 serveurs. Tu vas dire, entre le serveur A et le serveur B, car technologiquement parlant, on n'a pas ce qu'il faut pour le mettre. Mais who cares? Il est dans la même zone réseau et compagnie, puis il n'y a pas d'enjeu là. Tu sais, ça va essayer de surveiller, c'est ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. 30 secondes après que tu raccroches, tu as 3 demandes de rencontre dans les équipes sécurité qui t'appellent les gens de crypto, les gens de ça, là, ça n'a pas d'allure, tu as contrevenu aux règles, tu as contrevenu à nos standards, il faut absolument en avoir. Puis le monsieur du cas précis là, qui me revient en parlant, c'était exemple, il y avait d'un tunnel TLS, peu importe. Puis à l'intérieur de ça, il y avait aussi un chiffrement supplémentaire qui était fait. Fait qu'il y avait une double chiffrement à l'intérieur. Et ça, c'était fait dans une zone réseau interne. Là, j'étais comme les boys, vous en train de capoter pour rien. Là. C'est quoi l'information que tu entre le serveur A et le serveur B? Et là, la réponse était comme, ben on ne sait pas. Mais pourquoi vous le demandez? Bah, c'est quel risque que vous essayez de réduire ici? Là? Ben, on ne sait pas. On applique un contrôle. Ça revient encore à la même chose. Et ça m'est arrivé là, quelques fois. Ça m'est arrivé quelques fois. J'ai eu ces discussions de double chiffrement-là, puis double chiffrement, quand on le fait. Mais celle-là, elle est simple. En plus, si tu es à l'interne comme tu l'as, ça n'a aucune valeur quand tu es à l'externe. La seule valeur, c'est quand tu es à l'externe, quand tu as une capacité d'interception entre machin. Là, tu l'amènes. Au-delà de ça, là. Exactement. Mais ça revient encore une fois à la compréhension du pourquoi tu fais les choses. C'est non à dire. Mais ton risque ne sera pas le même. Fait que là, tu sais, et même l'expliquer ne sera pas pareil. Fait que, moi, en tout cas, en projet, j'aime beaucoup faire ce genre de truc-là parce que c'est concret, tu es capable de jouer à l'intérieur, puis d'avoir des véritables risques, il y en a, mais en projet, ils ne sont même pas encore matérialisés, le projet n'est pas encore livré. Fait que tu es en mode de préventif d'un coup que tu as livré sans ces contrôles-là. En tout cas, c'est un contexte qui est un petit peu différent. Moi, j'avais un autre point que je m'étais pris, juste pour terminer là-dessus, c'était dans les buts, pourquoi qu'on le fait aussi, des fois, c'est juste pour forcer une décision dans un sens qu'on aimerait le forcer. Il arrive souvent des contextes, tu dis, ah, mon Dieu, ça serait bien le fun si tout d'un coup, je pourrais dire que cet élément-là apporte un risque assez élevé pour tout d'un coup avoir peut-être soit du budget ou tout d'un coup avoir peu importe quoi, là, enligner un angle de vue. Puis souvent, tu amènes ça à qui? Ben, est-ce-tu vraiment la bonne personne qui va décider aussi? On a beau avoir le principe de décideur, peu importe que ce soit les propriétaires applicatifs, les propriétaires d'affaires ou les c'est la structure qu'on s'est définie dans chaque organisation. Des fois, ça arrive-tu qu'on fait juste comme un peu l'envoyer à mauvaise place? Je sais pas de ton côté, là, mais je t'ai jamais vu ça. C'est déjà arrivé. Mais ça, je l'ai vu, parce que puis ces cas-là, c'est drôle parce que t'es nomme, puis j'ai vu plein d'affaires, puis j'ai eu plein de demandes aussi, comme toi, comme consultant, tu reçois plein de demandes de générer des analyses de risque pour arriver à des objectifs précis. S'ils s'en servent comme outil pour justifier, puis de différentes façons.
Et c'est là où ça vient dénaturer aussi la qualité de l'analyse de risque, parce que quand on est capable de faire à peu près tout et n'importe quoi en analyse de risque, et je le sais, parce que je l'ai faite, tu l'as sûrement fait aussi. Jamais. J'ai toujours été intègre. Ça a toujours été vrai, mais peut-être des fois un petit peu tweaké. Bref, c'est là où ça arrive, où ça devient un outil qui perd sa valeur. Parce que si on est capable d'arriver à faire ce genre de choses-là, et que personne ne le voit aller, je dis dans les faits parce que j'en ai vu des analyses qu'on a essayé de me pousser dans les jambes, puis tu le vois qu'elle est triché, fait t'apprends, puis parce que je le vois, t'as triché, retourne faire tes devoirs. Ouais, ceux-là sont faciles. Ton plan marche pas, là, tu as essayé de m'en pousser une rapide, puis mon donneur d'ordre me paye pour détecter ce genre de choses-là, puis je te l'ai payé. Fait que retourne ton risque, retourne faire tes devoirs, puis sois un peu plus objectif dans ton approche. Mais en même temps, on vient encore dans des contextes où il y a juste des experts qui sont capables de se défendre là-dedans, puis les rapports sont donnés à des non-experts. Puis c'est ça aussi qui arrive, c'est que généralement, moi, quand je vais produire un rapport comme ça, je vais l'envoyer à un gestionnaire qui n'a pas le bagage pour comprendre tout ce que ça sous-tend une analyse de risque. Donc, dès lors, il n'est pas outillé comme moi je suis. Donc, déceler s'il s'est fait bourrer ou pas. Exact. Puis généralement, ils se font bourrer. Fait que... C'est ça, ça peut être bourré, soit des fois c'est dans le sens inverse, dans le sens de se dire mon Dieu, c'est tellement critique, là. C'est tellement important. Puis finalement, tu commences à regarder, mais c'est rien pantoute. Tu sais, puis moi, puis moi, comme personne de sécurité depuis longtemps, où souvent ça m'énerve. Honnêtement, là, c'est vraiment ça. C'est comme, dis-moi donc la vraie chose. Si tu penses que c'est majeur, c'est majeur. Si tu penses que c'est majeur, puis tu me présentes un risque modéré ou faible, présente-moi un majeur. Inversement, si c'est faible, viens pas me dire que c'est un critique. Parce que là, c'est comme tu as dit, je vais le détecter. Je suis assez vite pour là-dessus. Mais j'aime bien mieux que tu me dises la vraie chose que tu penses que c'est. Puis même si ça a l'air pas beau, ça me dérange même jamais. Ça m'est jamais dérangé à aucun client, à aucun endroit de dire ça, là, c'est un risque critique, puis je pense qu'il est vraiment critique. Puis on a de l'air une gang de nonos, mais c'est pas grave, faut l'adresser. Versus de dire ah, je vais peut-être doser à la base pour être sûr que tu n'as pas de l'air trop nono dans un comité de direction ou dans un indicateur de performance quelque part ou peu importe. Là, en réédition, ça va apparaître mieux. Tu n'es pas la bonne personne pour ça. De mon côté, ça ne marche pas. Si c'est vert, c'est vert. Si c'est rouge vif, c'est rouge vif. Point. Par rapport à ce que je perçois, évidemment. Hey, ça me fait penser à un autre point qui vient me bugger là, puis j'avais pas même pas prévu, je l'ai noté pendant qu'on se parlait, les fameuses deuxièmes lignes de défense par rapport à la gestion des risques. Je sais pas si tu étais confronté à ça dans le monde bancaire. Non, mais si tu l'expliques, je les connais peut-être sur un autre nom. Ben, ça se peut. Tu sais, on souvent, dans le monde bancaire, il y a trois lignes de défense qui sont là. Je sais pas comment les nommer sans me tromper. Désolé d'avance, tout le monde qui écoute. Première ligne, c'est souvent les premières lignes, TI, sécurité, ceux qui font les analyses de risque et compagnie. Troisième ligne de défense, c'est simple, c'est l'audit, interne ou externe. Puis entre les deux, ben, j'appelle ça les watch the watcher. Donc, ceux qui vont s'assurer de la qualité du travail de la première ligne. En gros, là. Fait que si tu fais une analyse de risque en termes de première ligne, elle est souvent auditée par une deuxième ligne qui regarde puis il contrôle, voir si tu as bien fait ta job, si tu as les bons niveaux de risque et compagnie, ces éléments-là. Souvent, les gens sont beaucoup plus d'ordre business que sécurité, TI et compagnie. Bon, c'est pas tout le monde. Il y en a qui sont très bons, sont très TI, sont très sécurité aussi. Mais ça crée des fois une belle dynamique du genre, je pense, d'amplification de non-compréhension du risque. Je dis ça comme ça, mais j'ai des images de certaines personnes dans ma tête. Je dis, OK, cette personne-là était géniale. Elle pouvait faire mon travail. Au contraire, si moi, je manquais le bateau, j'avais pas bien expliqué un certain risque ou j'ai pas eu le temps ou mon équipe n'a pas eu le temps, il était capable de patcher le pont puis être capable d'expliquer dans le contexte parce qu'il connaissait un peu plus le contexte d'affaires puis mieux expliquer le risque. Mais d'autres fois, c'était comme, non, tu t'en vas où tes skis, là? C'est comme, c'est tellement bidon, c'est tellement théorique, c'était trop théorique que tu fais comme, mais ça a même plus, t'as dénaturé le risque, même plus ça, la réalité, là. Fait que j'ai vraiment eu les deux cas. Fait que c'est dans le bancaire,
je vais dire autant le goût rouge que le goût vert, à Montréal. Dans les deux cas, j'ai eu des expériences positives, mais des expériences aussi très négatives sur, ça donne plus la valeur qu'on devrait encore moins donner. On doit revenir sur le sujet. J'ai passé 10 heures pour faire cette analyse-là. Quelqu'un a passé 10 heures, il a été survalidé avec quelqu'un pendant une couple d'heures, qui a rechallengé la planète en entière, que la finalité donne un autre, je sais pas combien d'heures de travail au total. Ça a-tu donné vraiment quelque chose? La réponse, c'est pas toujours oui. Hein. Ça revient toujours. Ça sert-tu à quelque chose réellement? La bureaucratie se justifie elle-même et permet justement d'arriver à ça. Puis c'est ça aussi un peu qui est drôle. Puis l'analyse de risque se tombe dans cet univers de bureaucratie-là pour se padder, faire attention, tout ça. Puis les 3 lignes de défense, je les avais entendues, mais nommées différemment. Oui. Mais puis j'ai un problème. Puis j'ai un problème connexe à ce genre de choses-là qui m'est arrivé 2 fois, que les gens de risque organisationnel ont voulu inclure le risque cyber dans leur bidule. C'est vrai qu'on n'a pas choisi de ça. Ça a été, pour moi, ça a été des fiascos à chaque fois. Parce on a un problème de vocabulaire. Total. On a un problème de compréhension de comment le risque fonctionne en cyber et comment le risque fonctionne d'un point de vue organisationnel. Et pour moi, le point principal, c'est qu'en cyber, on a une menace. On a un acteur malicieux qui veut nous voler ou nous faire du mal, ou peu importe la façon qu'il le fait, il agit de façon consciente et délibérée pour venir nous atteindre. Dans un cas d'un projet, quand on fait du risque de projet, ou on fait un risque, pas un risque de cyber en projet, mais un risque projet ou un risque organisationnel, cet individu-là n'existe pas. Effectivement. Et c'est là où le langage et la compréhension se limitent de façon très sévère avec de réussir à mixer ça. Puis l'autre, il avait l'ambition de faire ça dans une chose unique de risque organisationnel et de cyber. Il y a souvent des belles petites boîtes très prédéfinies. Je me souviens de cas aussi comme ça, et comme on dit, tu peux allumer une lumière de risques organisationnels où ce que finalement, tu avais le choix de c'est un bris de confidentialité ou c'est un bris de confidentialité avec 2-3 petits choix, puis c'était juste ça. Fait que des fois, c'est comme moi, mais ça fait pas là. C'est un autre, mon risque cyber, là, c'est pas ça. Ouais, mais nous, c'est ce qu'on veut. OK, mais ça marche pas, là. Fait que c'est là le problème de langage. Des fois, tu te dis, OK, je veux bien te le tweaker comme tu voudras, là, mais ça fitera pas dans cette catégorie-là. C'est un autre concept. Puis là, des fois, tu as des belles discussions, effectivement. Ouais, t'as beaucoup de philosophie. Puis tant qu'embarquer dans ce lieu-là, quand on embarque dans les risques de conformité, c'est une autre affaire, mais c'est un autre univers. Les risques sont associés à la conformité légale, mais ça pourrait être dans le même univers. Moi, j'ai eu le débat avec le fait de localisation des données, par exemple, ou la souveraineté des données, ou peu importe comment on veut le nommer, ou qui sont essentiellement un risque réglementaire ou légal. Et là, ils sont tout mêlés de mettre ça avec la cyber, puis là, ils font comme ça, mais non, c'est pas pareil. C'est un risque de conformité. Puis le risque de conformité, t'as pas un acteur qui vient jouer. C'est juste que toi, tu respectes pas la règle. Toi, tu roules à 140 dans une zone de 100. C'est ça que tu fais. C'est très simple. C'est très noir et blanc. Puis en plus, c'est facile parce que tu as une pénalité chiffrée associée à côté. Tu sais. Si tu respectes pas, ça va te coûter ça. Ouais, mais moi, j'aime pas ça. Je m'en fous. Oui, tout à fait. Ah là là. C'est un sujet passionnant. Sûr et certain que je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. En gros, c'est un peu nos genres de discussion qu'on essaie de se faire, c'est du plus jaser dans notre vie, notre concret, ce qu'on a vécu et ces éléments-là. C'est pour ça que je reviens, personnellement, je suis toujours encore, puis je reviens à ce que je disais au début, en toute franchise, dans mon rôle de ciseau maintenant, je sais que ça a une utilité quand je veux l'utiliser à bon escient. Puis là, c'est que moi, je suis tellement pas by the book, puis je suis tellement pas puriste, puis je suis tellement pas, fait que j'ai même pas le goût de m'embarquer dans des analyses en plus finir où ce que je suis en ce moment, mais je veux en faire quand même. Je veux m'assurer que j'ai une idée de mes grands risques, puis je peux véhiculer à ma haute direction ces grands risques-là. Mais
honnêtement, je blague encore ces napkins, mais je serais quasiment satisfait d'avoir présenté 5 napkins sur une photo puis de dire voici ce que ce qu'on a identifié chez nous. Puis honnêtement, je pense que je serais pas loin de la réalité. Fait que c'est Ouais. vraiment ça. Puis ça revient à ce que tu disais un peu d'entrée de jeu, c'est que c'est un. Ben, je pense que tu l'as pas dit sur le podcast, tu dis pendant qu'on parle à côté, c'est un outil, c'est un moyen de communication. Puis quand on oublie que c'est juste un moyen de communication, c'est juste un outil, là, on le dénature l'objectif de l'analyse de risque et là, on se perd dans la masturbation intellectuelle, là, rendu là, tant qu'à moi, là, parce que là, on commence à embarquer dans des choses qui dépassent l'objectif même qu'on cherche à obtenir, c'est-à-dire de communiquer. Surtout dans ton nouveau rôle, ben c'est ça que tu as besoin. Tu as besoin de communiquer quelque chose, fait qu'on faut qu'on te le relate, qu'on te sorte des grilles de chaleur. Tu n'en as pas vraiment, faut que tu sois capable de expliquer à tes collègues ou à tes supérieurs, de dire, OK, ben voici ma situation. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous vivez avec ça ou vous ne vivez pas avec ça? Exact. Là, ils vont dire oui, non. Puis là, ça, ils vont louer du budget. Soit ils n'alloueront pas du budget parce qu'ils vont. D'où la notion que j'ai pas besoin de savoir que mon équipe ou ma gang a passé 200 heures à m'arriver avec son one-pager-là, entre guillemets, qui va m'expliquer à haut niveau. Je n'ai pas besoin de ça. Ce que j'ai besoin, c'est que tu pensais adéquatement pour me donner le niveau de risque. Ça a-tu du sens dans notre contexte? La réponse, c'est oui. Je ne peux pas tout savoir ou oublier ça, là, c'est impossible. Fait que sur l'organisation, fait que si j'ai une idée assez claire, je peux véhiculer l'information. Si ça me sert à ça, c'est tant mieux. Si ça me sert à m'aider à organiser ma feuille de route, tant mieux. Mais en sachant que c'est vivant, cette histoire-là, puis pour moi, une feuille de route, c'est aussi ça. Là, c'est juste une direction que je veux m'en aller pour atténuer certains risques, oui, mais ça va bouger dans le temps, assurément. Bref, c'est ça. C'est ma vision des choses par rapport au risque. Je pense que ça sert si tu l'utilises bien. Ça sert pas si tu l'utilises tout croche. Ben, entre autres, puis de toute façon, c'est dynamique parce que la nature du risque en cyber est dynamique aussi parce que la menace peut changer, les vulnérabilités peuvent changer, tout peut changer à tout moment, puis on ne sait pas. Il y a eu DEFCON un peu avant, quelques semaines avant qu'on enregistre. Ben, là, il y a eu des vulnérabilités qui se sont divulguées à ce moment-là. Ça change le paysage parce que l'information n'est plus la même avant et après. Ça, c'est une chose. La guerre en Ukraine, tu avais un exemple très concret. Avant la guerre, on avait une menace russe modérée, disons, et une fois que la guerre est déclarée, ben, la menace russe, elle a augmenté. Donc, de là, on est dans une situation où, quand on analyse, puis c'est pas tous les secteurs qui ont besoin de préoccuper de la menace russe, par ailleurs, au-delà du classique rançon logiciel, mais pour des attaques ciblées. Mais pour ces secteurs-là que ça affecte réellement, ben, eux, les calculs vont changer, la perception du risque va changer, mais ça n'arrivera pas sur le matin, un VP s'énerve, dit j'ai lu dans le journal telle affaire, on va arriver avec l'analyse de risque. Non, oui, c'est ça, mais comme c'est dans le journal, ça fait 3 semaines qu'on est au courant parce que le journal est généralement en retard sur le réel. Exact. Donc, on est déjà prêt, on a déjà les outils. Ou si tu ne l'es pas, tu es quand même capable de pouvoir doser assez rapidement. C'est encore une fois la couleur de l'eau. Puis tu dis, par rapport à ce que je connais de mon contexte chez nous, je suis jaune, rouge, vert. Puis. Ça prend mais c'est ça, ça prend une bonne connaissance de ton contexte pour être capable de réussir à faire ça. Peu de gens sont capables d'avoir ce genre de contexte-là. Ils sont capables d'avoir cette lecture-là. C'est là où j'ai l'impression que les gens se cachent en arrière des méthodologies pour qualifier leur manque de compréhension de leur environnement. Ben, c'est facile, tu sais. L'approche, c'est tu fais A, B, C, D, E, F jusqu'à Z, puis si tu peux pas arrêter en chemin, puis c'est comme ça fonctionne. Mais ça marche moins bien que moi, dans le sens, moi, je fais ABC, puis je une coupe de lettres au hasard, puis à un moment donné, j'arrive à Z. C'est souvent ça qui se passe. Puis bon, est-ce que je me trompe? Sûrement. Des fois, je suis persuadé que je suis peut-être pas dans le bon niveau de risque. Puis, il y a ça, puis
Mais c'est un point important parce que faut avoir aussi l'humilité de dire qu'on s'est trompé, surtout en analyse de risque, parce que la capacité de se tromper est tellement grande et de se capable d'accepter de se faire contre-vérifier par un autre, donc de challenger son opinion avec un autre expert dans le domaine, pas quelqu'un parce que maintenant quelqu'un à l'extérieur du domaine. Ça donne un résultat so-so parce qu'ils sont pas capables de challenger à la même ampleur que quelqu'un dans le domaine. Fait qu'on, tu sais, quand tu as un binôme avec qui tu es capable de challenger ta perception, tu es mieux capable de calibrer ta lecture des choses puis d'arriver à une meilleure définition du risque. Ah, tout à fait. Et puis c'est drôle, là, on pourrait en parler encore sur 10 ans, mais j'avoue que des fois, tu sais, quand tu es, je vais donner dans une équipe, tu es 2 conseillers, tu es en train de travailler, puis tu fais un peu review, tu as un challenge des fois comme ça, puis tu peux jaser, puis tu peux t'échanger avec quelqu'un que tu t'entends bien aussi, là, parce que des fois, tu peux aller dans les idéologies n'en plus finir, là. Mais pendant que tu me parlais de ça, je me disais, hey, mon Dieu, moi, si aujourd'hui je demande à mon équipe, je dis, moi, je pense que ceci est un risque, mettons, faible, j'ai souvent l'impression que ça va rester faible. C'est comme le patron a dit c'est faible, donc c'est faible. Mais c'est pas ça que je m'attends, moi, c'est plutôt, j'ai dit que c'est faible, mais ma perception du moment, viens me challenger, viens me le dire que c'est critique, tant mieux. On a jasé, on a expliqué. Mais ça, là, des fois, quand je pense que tu as une autorité, t'as une position d'autorité, ben là, tout d'un coup, là, on dirait que les autres en dessous, pas tout le monde, certains ont tendance à se cacher encore une fois. Ah, le patron dit que c'est vert, on va dire que c'est vert. Je suis pas d'accord, mais c'est vert. J'espère que c'est pas toujours ça, mais j'en ai perçu. Je l'ai pas perçu à date où ce que je suis, mais j'ai déjà perçu dans le passé ça aussi. Ça arrive souvent, puis j'ai eu la chance d'avoir des expériences, et encore d'ailleurs maintenant, de jouer comme conseiller stratégique auprès de gestionnaires. Et mon rôle est justement objecteur de conscience. Mais tout ça se fait dans le privé, naturellement, ça se fait jamais dans l'espace public où les gens le voient, mais cette conversation-là de challenge qui se fait avec le gestionnaire se fait justement pour pas que le gestionnaire s'aligne sur quelque chose. Puis c'est demandé par le gestionnaire que j'accompagne. Là. Je le fais pas parce que je veux l'emmerder, mais je fais ça parce que c'est ma mission. Je suis payé pour le challenger, pour justement l'amener, le réaligner à la bonne place sur aligner ses perceptions correctement. Ben, c'est ça d'avoir des gestionnaires de partir dans une zone puis ben oui, c'est ça qui est en tout cas, moi c'est ce que je trouvais intéressant quand tu es gestionnaire ou peu importe tes ciseaux ou autre. C'est ça que tu veux, ça tu t'attends de tes équipes là, qui t'apportent une valeur, qui te challenge, puis que oui, peut-être moins en grand groupe devant tout le monde, t'es 200 personnes, puis tout d'un coup tu te fais challenger là, mais même là, dans mon cas à moi c'est comme pas un problème là, mais oui, t'as raison, il faut avoir ça. Puis c'est encore plus important, je pense, au niveau des risques, parce qu'effectivement, je veux dire, ma règle du pouce est aussi bonne que ta règle du pouce, puis finalement, on va arriver avec 2 pouces, c'est un peu dans un angle différent, mais on va se dire, OK, on s'entend là-dessus, puis qu'est-ce qu'on. La finalité, je fais quoi avec? Je la règle-tu le problème ou je le règle pas le problème? Puis là, c'est là la décision qui est la plus difficile à prendre, puis c'est là que tu vis avec les conséquences. Ouais, puis d'expérience, c'est plutôt rare que j'arrive dans des contextes où j'ai cette liberté de discussion-là. Et justement de débattre, puis d'arriver à une conclusion, puis là, fait OK, on arrive à telle affaire. Mais c'est très difficile d'arriver avec ça parce que les gens, puis j'imagine que ça doit être systémique, ça doit être pas un problème qu'on a peut-être au Québec, juste ou des générations. On n'est pas capable de débattre. Puis pas capable de débattre pour arriver à la meilleure solution, pas de gagner. Puis j'avais eu un collègue à un moment donné. Ouais, ça l'a gagné parce que j'avais eu un collègue à un moment donné, puis ça m'avait frappé. J'avais jasé avec lui, on débattait des affaires. Puis là, un moment donné, il s'était comme plaint. Il dit, ouais, je peux jamais gagner avec toi, ou c'est ça. Mais il dit, moi, je cherche pas à gagner. Moi, je débat des idées. Moi, je m'enrichis. Le débat lui-même m'enrichit. Je suis gagnant dans le débat. Pas parce que mon opinion est meilleure que la tienne, ou je m'enrichis parce que je retire toujours quelque chose de ce débat-là. C'est sûr que lui avait des. Bon, dans le contexte, il y avait des drôles d'idées, fait que c'est sûr qu'il y avait un peu moins de chance. Mais au-delà de ça, il demeure que je sortais moi-même gagnant de ce débat-là, de sortir des idées nouvelles, puis des angles de vue que j'avais pas anticipés ou que j'avais pas vu. Puis c'est super cher quand on fait ce genre de choses-là. Fait que, mais on n'a pas cette capacité-là. En tout cas, je l'ai pas perçu, cette capacité-là,
à travers nos pairs dans le domaine, non, c'est pas super existant, cette capacité-là de se remettre en question, puis de challenger, puis d'avoir du plaisir à juste débattre pour débattre, pas pour gagner. Oui, effectivement, c'est un bon point. T'as raison, puis je m'en, je crois, un des éléments, des fois, quand je parle de j'aime-tu travailler en cybersécurité, des fois, tu te rends compte, tu te dis, ben, tu as des gens tellement bêtes de bout, tellement sur une méthodologie, tellement fermés avec des œillères, tellement je fais ABC, mais je sais pas plus que ça. Puis tu essaies de les faire cheminer à l'extérieur, d'ouvrir un peu les œillères, compagnie, puis tu te rends compte que, hey boy, c'est parce qu'on on se rendra jamais là. Il peut même pas voir que ça existe à l'extérieur de ce boîte-là. Là. Il n'y a pas d'autre boîte, c'est ça, point. Puis ça, j'avoue que c'est raison que c'est difficile. Puis il n'y en a pas tant de gens qui sont j'en croise, parce que tu dois en croiser toi aussi, veux pas, avec le podcast et compagnie, des fois. Là, On en croise. Pas, moi, j'aurais quitté le domaine, ça fait longtemps. Là. On en croise, mais j'avoue que, puis tu sais, dans ce temps-ci, je fais beaucoup de recrutement, je fais du recrutement et compagnie, puis tu rencontres des gens, puis tu leur parles, puis tu fais comme, ah, ouais, tu ferais une bonne job, mais pas chez nous. Parce que ma demande à moi, c'est ça. Ma demande à moi, c'est d'avoir des gens autour de moi qui sont meilleurs que moi puis qui peuvent me challenger sur des idées que je mets en place parce que c'est pas vrai que j'ai raison. C'est une partie de la raison. Fait que j'aime ça avoir du monde qu'on a un discours intéressant puis qu'on sait ce que je dois fixer la direction. Mais c'est tout. Après ça, aidez-moi à me challenger. Fait que, mettons que tu parles de risques, c'est la même chose. Tu m'arrives avec 15 risques sur peu importe quoi, ils sont tous critiques. Ou pas, même, ben, c'est beau. C'est pas pire, ça. Tu fais comme, bon, c'est beau, maintenant ça va mal, là, mais tu m'arrives avec toutes ces. On va se challenger sur les mesures d'atténuation, comment qu'on va régler ça, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place, qu'est-ce que je pourrais réaliser en premier, qu'est-ce qui ferait du gros bon sens pour chez nous. C'est ça qui est important. Après ça, on va se débattre les idées, puis on va trouver hors de la boîte. Normalement, on devrait mettre ça A, B, C. OK, y a-t-il un autre moyen de le faire? Y a-t-il une façon qui serait plus innovante, ou je sais pas le meilleur terme, là, mais une façon qui serait totalement différente de penser. Des fois, je pose des questions niaiseuses à ma gang. On parlait de gestion de vulnérabilité dernièrement, puis c'était comme, OK, mais mettons qu'on n'en ferait plus, gestion de vulnérabilité. Comment qu'on pourrait adresser le problème? C'est le genre de questions connes que je vais poser, là, mais c'est comme, y a-tu moyen autrement de l'adresser, sachant que c'est une guerre perdue d'avance? On va patcher à tous les 10 minutes quand même. Fait que, mais est-ce que ça m'empêche de patcher? Non, là, mais je veux dire, mais tu sais, c'est le genre d'affaires, moi j'aime ça avoir ce genre de discours-là, puis pousser ça. Questionner le statu quo, c'est nécessaire, ce genre de choses-là, de débattre cet élément-là, parce que sinon tu vas nulle part. Ouais. Puis c'est des questions philosophiques, puis j'ai eu à l'occasion de côtoyer des gens avec qui j'avais ce plaisir-là de pouvoir débattre des problèmes de fond. Puis justement, qu'est-ce que c'est de la gestion de vulnérabilité? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te fais mal de même à toujours aller dans des choses comme ça? Pourquoi c'est pas mécanisé? Tout simplement. Pourquoi il n'y a pas d'humain dans le processus? Déjà, question 1. Pourquoi tu fais ça comme ça? Puis là, les gens sont comme, puis on revient à pourquoi vous faites ça comme ça? Pourquoi vous faites de la gestion? Si on va aller plus philosophique, pourquoi vous ne faites pas de la gestion de surface d'attaque au lieu de la vulnérabilité? C'est bien plus intéressant un que l'autre. Mais pourquoi vous vous limitez là? Vous êtes juste dans la phase 1, l'autre c'est la phase 3. On devrait peut-être aller phase 3. Mais c'est toutes des questions comme ça qui sont intéressantes. Puis même à la limite, dans des débats, j'aime ça avoir tort parce que j'apprends. Oh, tout à fait. Tout à fait. Puis tu sais, là, tu disais ça, mais si on le rattache au sujet du jour, ben, en gros, quand on en a cette discussion-là, en arrière, là, on pense toujours au risque. Ça va être mieux faire ça versus faire ça. Pourquoi? Efficience, risque et compagnie. C'est tout ça qui est intrinsèque. Puis t'as pas fait une méga analyse non plus qui vient supporter ta nouvelle décision de dire, tiens, d'un coup, je ne décide de plus faire X, mais je vais faire Y au lieu, puis ça représente tel X risque, puis là, mon Dieu, je vais aller présenter ça à 12 comités, puis au CA, puis compagnie. Non. Tu prends le call, je sais qu'il y a un risque, j'expose, j'assume,
Puis voilà. Ouais, c'est ça, c'est du courage managérial. Puis ça, il y en a pas beaucoup de ça. Non. Non, c'est en rupture de stock. Effectivement. Hey, mon Dieu, ça fait déjà 54 minutes qu'on jase de ça. C'est fou. Oui. On va conclure là-dessus. Parce qu'on va faire... On est allé dans tous les sens, c'est plaisant. Je fais l'invitation comme j'aime. Si vous avez si vous voulez prolonger la conversation, écrivez dans les différentes plateformes. Ça va nous faire plaisir justement de revenir un peu ou de renchérir sur certains éléments qu'on a jasés. Qui sont très plaisants parce que, puis, j'ai aussi l'impression de vous dire, c'est pas super sérieux ce qu'on fait. Fait que, prenez-les pas mal. Effectivement. Voyez-les en une discussion entre deux vieux routiers qui ont des opinions des fois biaisées sur différents sujets. C'est tout. Tout à fait. Hey, merci beaucoup. C'est bon, on se revoit une prochaine fois sur un autre sujet aussi sûrement palpitant. Je me souviens plus lequel, mais on verra bien. On verra bien. Salut bien, bye.